Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une vidéo bien à l'ancienne dans laquelle on va découvrir 5 pays qui ont été rayés de nos cartes du monde. On va commencer en rappelant de beaux souvenirs à ceux qui ont été scolarisés dans des lycées français. Est-ce que Pondichéry, ça vous rappelle quelque chose? Alors là, vous vous souvenez peut-être des anabacs et des bacs blancs avec les sujets de cette ville indienne qui tombait généralement au printemps avant le bac officiel en métropole. Mais pourquoi est-ce que l'éducation nationale fait des sujets spécifiques pour une ville en Inde? Tout simplement parce que Pondichéry était la capitale de l'Inde française. Bon, on sait que les Indes appartenaient aux Anglais, effectivement, mais la France a eu de 1668 à 1954 des possessions coloniales en Inde, avec la Compagnie française des Indes orientales, qui sont appelées depuis 1816 EFI, Établissement français de l'Inde. Pondichéry, sûrement la plus connue de ses possessions, avec 250 000 habitants, en était la capitale, mais ce n'était pas le seul endroit. Au sud de Pondichéry, on avait Karikal, au nord Yanaon, et de l'autre côté du pays, Mahé. Ces 4 districts, anciennement français, forment aujourd'hui le territoire indien de Pondichéry. Ouais, une administration qui s'occupe de 4 territoires éparpillés d'à peine 492 km², bon, rien d'inhabituel en Inde finalement. Cependant, la France avait une dernière possession, la ville de Chandernagore, dans la région du Bengale occidental, au bord du golfe du même nom. À ça, on peut rajouter une petite dizaine de loges dans plusieurs villes, comme Dhaka, Calicut ou Surat. Mais à peine 500 km² et 300 000 habitants pour un pays aussi puissant que la France à l'époque coloniale, ouais, c'est pas terrible, non? Faut savoir qu'en fait, la Compagnie française des Indes était présente sur le continent depuis 1786 et qu'il y a eu pendant des siècles une vraie bataille militaire et d'influence entre Français et Anglais, qu'on a fini par perdre assez largement. À la fin du XVIIIe siècle, les Anglais rasent Pondichéry, joyau des colonies françaises à l'époque, avant de la rendre avec les 4 autres territoires qui formèrent plus tard l'Inde française. À ce moment-là, l'administration française a abandonné le sous-continent indien pour s'intéresser à l'Indochine, qu'on va aussi plus tard finir par perdre. Longtemps resté un simple symbole de la puissance française dans le monde, on a même failli les rendre aux Anglais, tellement ça nous servait pas à grand chose. L'Inde française se ralliera à la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir un territoire d'outre-mer français en 1946. Mais le reste de l'Inde devient quant à elle indépendante des Britanniques en 1947. Et là, la France, elle a un peu le cul entre deux chaises. Rendre ses possessions aux Indiens, ce qui allait motiver les Indochinois, qui voulaient aussi leur indépendance, ou garder ses possessions en Inde, au risque de se mettre toute la communauté internationale à dos. Finalement, Chandernagore est cédé en 1949 et les autres territoires décident tous de rejoindre l'Union indienne et se détachent en 1954, ce qui sera validé par une France qui perd en influence en 1956. Aujourd'hui, il reste peu d'influence française à Pondichéry et dans les autres possessions. La langue française ne s'est jamais implantée et on parle d'à peine 7000 personnes ayant la nationalité française sur le territoire. Puis pour finir avec ce que l'on a commencé, le lycée français international de Pondichéry s'occupe d'environ 500 élèves de la maternelle au lycée. Donc l'éducation nationale fait un sujet de baccalauréat spécifique pour une trentaine d'élèves d'une ancienne colonie française en Inde chaque année. Est-ce que vous aussi, vous faites partie des gens qui rêvent d'aller visiter les pays scandinaves, les fjords, la taïga, des vieux nus dans des saunas? Mais là, un énorme problème se pose. Dans lequel de ces pays se rendre? Suède ou Norvège? Ouais, désolé, je te mets un peu de côté Danemark, retourne jouer avec tes Lego. Eh bien, au lieu de vous demander dans lequel des deux se rendre, retournons dans le temps pour visiter les deux en même temps avec le Royaume-Uni de Suède et de Norvège. Pour comprendre comment on en est arrivé là, faut se plonger dans la période des guerres napoléoniennes. En 1810, deux pays se font face. Le Royaume de Suède, qui possède aussi la Finlande, et le Royaume de Danemark-Norvège. La Suède perd la Finlande au profit des Russes, et au lieu de tenter de la récupérer, il se tourne vers la Norvège voisine, en se disant que ça permettrait au Royaume d'occuper toute la péninsule scandinave et d'avoir un meilleur accès à la mer du Nord. Mené par le français Jean-Baptiste Bernadotte, qui deviendra par la suite roi de Suède, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu lors des guerres napoléoniennes. Il s'allie aux Russes, aux Prussiens et aux Britanniques face à Napoléon, formant l'armée du Nord qui va battre les Français à Grossbeeren et à Leipzig en 1813. D'ailleurs, très fun fact, mais à cette période-là, la Guadeloupe a été suédoise pendant un an, période où les Anglais avaient récupéré l'île avant de la donner aux Suédois. Mais après avoir marché sur la Hollande, Bernadotte choisit de ne pas envahir la France, mais de dire à ses alliés « Bon les gars, je vous ai aidé, maintenant nous, on veut la Norvège ». Aval général, l'armée du Nord fonce au Danemark, met à genoux le pays qui n'a pas d'autre choix que de lui céder la Norvège. Cependant, on n'en a pas encore parlé, mais mis à part passer pour des grosses victimes, ils en pensent quoi les Norvégiens? Bizarrement, la perspective suédoise, les séduit pas vraiment. Donc après leur annexion en 1814 du traité de Kiel, ils déclarent leur indépendance, se font taper dessus par les Suédois et ils arrivent à un accord. Le royaume de Norvège ne sera pas annexé, mais juste en union avec le royaume de Suède. Donc en gros, ils ont le même roi, mais les Norvégiens gardent leur constitution et leur statut de royaume.
D'ailleurs, la Suède-Norvège, comme on l'appelle aussi, possède 2 drapeaux différents selon le pays, celui-là pour les Suédois et celui-ci pour les Norvégiens. Bon, cette situation reste pas vraiment idéale, les Norvégiens ont toujours dit non quand la Suède voulait renforcer l'Union, et finalement, après une dernière embrouille avec le roi Oscar II, l'Union est dissoute unilatéralement par les Norvégiens le 7 juin 1905, séparant une toute dernière fois les 2 frères de la péninsule scandinave. Après une petite pause nordique, on va reparler un peu de colonisation française, mais pas que, avec l'Empire tout couleur. Alors déjà, le nom tout couleur est très stylé, on peut se le dire, et fait référence à l'ethnie des tout couleurs vivant en Afrique de l'Ouest, entre les actuels Sénégal, Mauritanie et Mali. C'est pour ça qu'on va parler un peu colonisation, puisque cette zone est en partie contrôlée par les Français et fera partie plus tard, à partir de 1895, de l'Afrique occidentale française. Mais avant ça, retour en 1836. Le personnage principal de notre histoire, c'est Oumar Tall, érudit et chef de guerre musulman venant du royaume de Fouta Toro, qui part faire son pèlerinage à la Mecque et qui revient en souhaitant mener une guerre sainte pour conquérir sa région d'origine. C'est comme ça que naît en 1848 l'Empire tout couleur. Il tente de se farcir les Français et mène un siège à Médine, dans l'actuel Mali, en 1857, avec quand même plus de 25 000 hommes, mais les Français, soutenus par Louis Faidherbe, arrivent à faire sauter ce blocus de 97 jours. Tant pis pour les tout couleurs qui se concentrent sur les petits royaumes voisins comme les Bambara ou celui de Massina. Ils capturent Ségou, toujours au Mali actuel, et en font la capitale des tout couleurs en 1861. Malheureusement, Oumar Tall meurt dans des circonstances assez floues en 1864 lors de l'explosion de ses réserves de poudre à canon. Et là, ça sent le roussi. Le fils d'Oumar, Amadou, est resté à Ségou pour s'occuper du royaume. Mais c'est son neveu, Tidiane, qui prend la succession et qui installe sa capitale dans la ville malienne de Bandiagara. Vous vous en doutez, mais tout ce petit monde se fait la guerre et pense qu'ils sont les seuls légitimes, ce qui fait que de les affaiblir au final. Et en 1890, les Français, alliés avec les Bambara qu'Oumar avait battus auparavant, prennent Ségou, ce qui signe la fin de l'Empire tout couleur. Aujourd'hui, les tout couleurs sont plus de 2 millions dans le monde, vivant surtout entre le Sénégal et la Mauritanie. Et en 2019, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a rendu l'épée d'Oumar Tall au gouvernement sénégalais. Sur cette chaîne, on a déjà eu l'occasion d'évoquer pas mal d'États américains, dont certains qui ont déjà été indépendants dans leur histoire, comme la Californie, le Texas ou le Vermont. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque nous avons aussi eu dans l'histoire la République de Floride occidentale. La Floride, c'est un état hyper connu du sud-est américain avec sa longue péninsule, ses plages remarquables, Miami, Disney World, mais on va pas en parler aujourd'hui puisque la Floride occidentale se composait de plusieurs comtés qui ne sont plus floridiens aujourd'hui, mais situés dans les états de Louisiane, du Mississippi et de l'Alabama. Cette république, fondée le 23 septembre 1810, avait pour but de se libérer du joug espagnol qui contrôlait la région à l'époque. Pour se remettre dans le contexte, Napoléon vient tout juste de vendre la Louisiane aux Américains, mais toute la partie au sud-est du pays appartient toujours à la Nouvelle-Espagne, malgré de longues négociations. En fait, de nombreux Américains y étaient installés en Nouvelle-Espagne pour faire de la spéculation immobilière dans cette région productrice de coton. Sauf que l'Espagne n'aimait pas trop ça, et l'armée espagnole n'a pas hésité à interpeller et maltraiter les capitalistes américains. Donc en 1810, après d'autres embrouilles avec l'Espagne sur une potentielle fin de la traite négrière, une vraie hérésie pour les propriétaires terriens américains à l'époque, et profitant de l'afflux de nombreux Français défaits par ces mêmes Espagnols à Cuba et Saint-Domingue, ils prennent la garnison espagnole de Bâton Rouge dans l'actuelle Louisiane et hissent le drapeau de la République de Floride occidentale. Sauf que le drapeau à l'étoile unique, il va pas flotter bien longtemps. Les États-Unis, qui sont enfin débarrassés des Espagnols, disent que cette région faisait partie de la vente de la Louisiane et donc annexent une partie de la République seulement 34 jours après sa proclamation. Puis le 6 décembre 1810, ils capturent St. Francisville, la capitale de la Floride occidentale, et le 10 décembre, Bâton Rouge. C'en est fini de la République de Floride occidentale qui n'aura existé finalement qu'à peine 2 mois et demi. Les États-Unis finirent par récupérer toute la Floride aux Espagnols en 1819 et aujourd'hui on retrouve un musée sur l'histoire de cette république éphémère à Jackson en Louisiane et une partie de ces anciens comtés indépendants présents aujourd'hui en Louisiane sont regroupés au sein de la paroisse de Floride. Pour finir cette vidéo, on va se rendre en Asie pour parler d'un territoire qui a été indépendant beaucoup plus longtemps que 2 mois, le royaume du Mustang. Alors, je sais pas vraiment si je dois vous le préciser, mais aucun rapport avec les Ford Mustang, si jamais. Aussi appelé royaume de l'eau, il se trouve dans les montagnes de l'Himalaya, dans l'actuel Népal. Indépendant en 1350, c'est une terre très importante pour les bouddhistes. En effet, c'est une des terres d'origine du bouddhisme tibétain depuis le 8e siècle. On retrouve les fameux drapeaux de prière partout et beaucoup de moines vivent toujours dans d'anciennes habitations et églises troglodytes de la région. Le Dalai Lama dira lui-même que le royaume de l'eau est l'un des rares endroits dans l'Himalaya ayant gardé inchangée sa culture tibétaine.
C'est d'ailleurs assez contre-intuitif. Le Mustang possède une culture tibétaine, mais ne se trouve pas au Tibet, mais au Népal. Et en même temps, quand on voit ce qu'il est advenu du Tibet et de ses moines en Chine depuis l'annexion en 1950, c'est pas si mal qu'il soit au Népal finalement. Dirigé par des rois, le royaume du Mustang perd un peu de son indépendance en 1795, devenant un vassal du royaume du Népal, avant d'intégrer officiellement le pays en 1951. Vous vous doutez qu'à partir de ce moment-là, les rois du Mustang n'avaient plus qu'un rôle symbolique, préservant la culture d'un royaume qui exista quand même 571 ans et qui était peuplé par moins de 10 000 personnes. Devenu une république démocratique en 2008, le Népal s'est séparé de son souverain ainsi que de tous ceux de ses régions, dont le roi du Mustang qui cessa l'exercice de ses fonctions pour devenir un citoyen comme les autres dans un petit royaume mystique de l'Himalaya. Merci d'avoir regardé cette vidéo à l'ancienne sur 5 pays qui ont aujourd'hui disparu. J'espère que la vidéo vous aura passionné. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager, c'est la récompense, ainsi que de venir me suivre sur mes réseaux sociaux, de venir me voir en live sur Twitch, je stream très régulièrement, ainsi que de soutenir la chaîne sur Tipeee, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!